Retour Gagnant, votre dernier rendez-vous tennis de la saison sur la chaîne YouTube d'Eurosport, sur HBO Max, vous en avez l'habitude. Et cette semaine, on a un invité exceptionnel avec nous sur le plateau de Retour Gagnant qui adore les émissions. Non, c'est pas Thomas Morel. Qui adore ce genre d'émission, n'est-ce pas, Gilles Simon? J'adore, c'est pour ça que je viens à la dernière, juste. Mais merci d'être là. Bah, pas de souci. Qu'est-ce qui t'a fait accepter alors? L'envie de sortir de ma grotte, je sais pas. Et avec Tom Morel qui sort de sa grotte C'est les aussi. mêmes raisons. Ouais. Voilà, les mêmes Voilà. raisons. J'ai vu un peu de lumière. Et puis, Gilles, quand même, c'est pas mal ça. Ouais, Beau casting. beau casting. On va revenir, Gilles, sur ta carrière, sur ton profil de joueur, ton rôle de coach, aussi tes envies pour la suite et puis aussi ton regard sur le tennis actuel, le tennis français et puis le reste, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, ça doit te parler un petit peu? Je regarde beaucoup. Ouais. Je suis dans ma grotte, mais je vois plein de trucs de ma grotte. Ah, et t'aimes bien encore regarder beaucoup de tennis? Ouais, j'adore. J'aime bien ce sport. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, c'est pas mal comme sport, je suis plutôt d'accord. Gilles, on rappelle que tu as pris ta retraite en 2022. Ouais. C'était il y a 3 ans. On va avoir une petite fiche pour résumer un peu le joueur que tu as été. Dans le top 10 mondial, évidemment, 6e en janvier 2009. Gilles Simon, c'est 14 titres en 22 finales. La Coupe Davis en 2017 avec l'équipe de France. 2 quarts de finale en Grand Chelem. En Australie en 2009, tu avais été battu par un certain Rafael Nadal. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, bon, c'est souvent les mêmes. Hein. Et à Wimbledon en 2015 par un certain Roger Federer qui a pas mal gagné là-bas aussi. C'est 2 finales en Masters 1000 quand même. Madrid 2008 où tu as perdu contre Murray et Shanghai 2014 où tu as perdu contre Federer. Là, c'est que des noms du Big Four. Ça pose son personnage. Là, Oui, quand mais même. en 2008, il fait finale contre Murray. Mais il bat un certain Ah. Rafa Nadal à Madrid. À Madrid. Pour les plus jeunes, c'était pas le Madrid sur terre, c'était le Madrid sur indoor. Match de dingue, 7-6 au 3e, 8 points à 6 de mémoire. Il y a peut-être des balles de match de part et d'autre. Mais enfin, Oui. c'était complètement fou. Gilles, qui n'était pas réputé pour être celui qui tape le plus fort, là, il commençait à envoyer des avions long de ligne côté coup droit. Enfin, moi, c'est l'un de mes souvenirs préférés concernant Gilou. C'était sa meilleure année, puisque ça lui permet d'être top 10, 6e mondial. Et cette année, en 2008, il bat Djokovic à Marseille, il bat Roger au Canada, il bat Rafa à Madrid, il rebat Roger aux ATP Finals. Demi-finale, ouais. Consécutivement, Djoko, Roger, Rafa. Bon, les années qui ont suivi, ça a été un peu plus délicat, mais on sait que ce sont des légendes. Mais voilà, grosse saison en 2008 où tu avais 23 ans, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, je suis né 84, ouais, ça doit être ça. Ouais, non, c'était une grosse saison, mais justement, c'est ce qui va avec. C'est que je pense que la première victoire contre Novak, qui à ce moment-là, il est 3e, aide à gagner ensuite la suivante, etc. Et puis tu en gagnes une, puis tu gagnes une deuxième fois, et puis il y a un verrou qui se débloque. Et malheureusement, après, tu perds beaucoup, et puis parfois des matchs très accrochés, mais qui sont perdus. Et d'un coup, ça devient très compliqué, même sur certains matchs. Je pense notamment à la finale de Shanghai contre Roger, qui est une rare fois où dans notre confrontation, je ne me suis pas senti moins fort que lui du tout sur le terrain. J'ai servi pour le 7 au premier, j'ai des balles de 7, j'ai des balles de 7 au second, mais ça perd encore parce que tu as beaucoup perdu. 2 fois 7, 7-6, 7-6, ouais, c'est ça. où tu perds où tu sens que tu perds parce que tu as beaucoup perdu avant et que ça devient dur de le battre. Et que voilà, j'avais perdu une fois aussi en 5-7 en Australie, une fois en 5-7 à Roland contre lui. Alors après, il y a eu des matchs où il a gagné plus tranquillement, évidemment aussi. Mais voilà, parfois, il faut arriver à en regagner un. Et c'est pas un hasard quand on en gagne un, qu'il y a un deuxième et un troisième. Et puis qu'après, quand la série s'arrête, ça devient très compliqué de relancer l'arrêter. la machine. C'est des joueurs qui te transcendaient. Tu te disais, quand tu arrivais contre eux, je me sens capable de jouer à mon meilleur niveau. Alors, je ne sais pas si c'est transcendé, mais disons que la logique, en fait, pour les affronter, avec ma personnalité, c'était plus simple parce que c'est une condition, en fait. On va les battre si on joue son meilleur tennis. Donc, on vient, on cherche immédiatement à jouer son niveau, à poser son meilleur tennis. Si on n'y arrive pas, c'est perdu. Si on y arrive, il peut se passer quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est là où j'avais quand même cette confiance en moi quand j'ai joué, c'est que je me disais si je joue bien et que je joue à mon meilleur niveau, il y aura un match. Et c'est pour ça qu'il y a eu, même avec beaucoup de défaites, mais il y a eu très souvent match. Avec Novak, j'ai perdu beaucoup de 7-5 au 3e. Et après, il m'a manqué à chaque fois aussi cette confiance pour essayer d'aller finir les matchs. On parle de la demi du Masters contre Novak, où je perds 7-5 au 3e, mais j'en ai eu beaucoup aussi avec Novak, un 5-7 en Australie, un 7-5 au 3e à Dubaï. J'ai servi pour le match à Monte-Carlo, 7-5 au 3e, etc. Donc après, mais c'était déjà une chose d'arriver à discuter, en fait, à faire jeu égal pendant une grande partie du match. Et après, il faut finir.
Et ça, c'est encore plus dur et c'est souvent là où moi, ça a manqué aussi à la fin. Eux, ils savaient que quand ils allaient t'affronter, il y avait aussi cette dimension, tactique. Tu les connaissais extrêmement bien, vous connaissiez extrêmement bien. Tu as eu cette étiquette, de tacticien pendant ta carrière, de cette idée de faire dérailler un peu les joueurs en face. Tu étais d'accord avec ce profil qu'on te collait un petit peu de celui qui fait déjouer l'adversaire? Bah, la tactique, c'est extrêmement important, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que, même pour avoir été avec Daniil et donc quand il essaie de battre, Alcaraz, Sinner et cetera, heu, la tactique est évidemment extrêmement importante. Si tu te trompes, ça va vite, et en fait, on voit que pour ces joueurs-là, dont on ne parle jamais, les adaptations tactiques qu'ils ont eues, moi, à chaque fois avec Daniil, quand Daniil arrive avec un autre plan de jeu en Australie en finale, le changement derrière de Mmh. Sinner à Miami, puis après on essaie de rechanger pour oui, mais il y a des ajustements dont on parle très peu, et c'est ce qui m'a toujours manqué dans l'analyse de mon sport d'une manière générale. Donc ce côté-là ne me dérange pas, mais par contre, ce qui m'a un peu gêné, c'était plus parfois amené sur ce côté, comme tu as dit, va faire déjouer, Ouais. un peu le truc de... euh, je pensais toujours au farce et attrape, tu sais, tiens, il lui a fait un petit piège, il est tombé dedans. On Ouais. parle de Federer, Nadal, machin, enfin s'il y avait... Bah, oui, tu oui. vois ce que je veux dire, le niveau des mecs. C'est Donc, plus péjoratif donc en de fait, dire, c'est un peu le jeu médiatique, mais si tu veux, on prend un trait de une caractéristique, mmh. on va dire, de ton jeu, on la pousse, tu vois, tout en haut, comme si après tu savais faire que ça. Mais à un moment, il faut jouer au tennis, quoi. Quand tu joues contre Roger, faut jouer, faut tenir la vitesse, faut tenir la cadence. Et donc parfois, c'était un peu, je trouve, réducteur. Ouais. Tu vois, de te dire, bah, en gros, le seul truc qu'il fait, c'est il fait déjouer les mecs. On ne sait pas trop comment il fait. Bah ouais, mais ça serait déjà bien de s'y intéresser. Et on verrait que derrière, ça demande quand même une certaine maîtrise tennistique. Il y a Parce que des armes sinon, tennistiques tu joues derrière Roger, ça. tu prends un et un, et puis tu rentres à la maison. Et il y a pas qu'une façon de jouer au tennis Tu lui et mets pas un petit piège là au milieu du terrain et et vas-y, hop, boum, il va entraîne-toi. Enfin, tomber. il y a un moment, on parle de Roger, donc faut quand même, faut quand même tenir le niveau. Après, j'imagine que tu avais un plan bien précis, que ce soit Roger, Djoko, Rafa, ils n'avaient pas du tout les mêmes caractéristiques. Toi, tu étais donc surnommé le prof, l'hypnotiseur, le survivant. Quand tu bats Nadal à Madrid, la presse espagnole, El Solvivente, je ne sais plus comment ils Non avaient mais dit tu vois, ça. c'est Quel quand tu le accent! dis, tu vois, l'hypnotiseur, c'est Ouais, Rafa, c'est regarde-moi. non, il y a Un du peu. tennis. Justement, c'est là où je dis la tactique que on veut mettre en place, il faut les moyens techniques de le faire. Voilà, et à un moment donné, quand vous voulez jouer à une certaine vitesse dans une certaine zone contre un adversaire, et comme on l'a dit, des adversaires très différents, des droitiers, des gauchers, des attaquants, des contreurs, des défenseurs, etc., ça veut dire qu'en face, vous devez être capable d'amener euh, toute une palette de réponses, on va dire, qui demande une maîtrise quand même à un moment donné tennistique. Et c'est là où moi, quand j'entendais parler de moi, si tu veux, c'était toujours oui, tactiquement, c'est très fort, machin. Son tennis, ça manque d'armes, etc. Et donc ça, tu dis toujours, bah, ça manque d'armes, mais en attendant, j'arrive quand même à lutter face à 4 joueurs où eux, ils manquent pas d'armes, pour le coup, Bah, c'est ça, c'est quand on les que décrit. il y a en face aussi de la Donc, je tactique. dois quand même aussi en avoir quelques-unes, si tu veux, dans le jeu. Mais Mmh. tant que tu es joueur, de toute façon, c'est jamais ton intérêt d'en parler. C'est jamais, enfin, Non. c'est pas à toi de parler de tes forces, tes faiblesses. Et c'est pour ça que je trouve que dans la lecture de notre sport, d'une manière générale, c'est vraiment tout un pan qui manque, en fait, qui n'est jamais discuté. On est toujours sur l'état d'esprit, le machin, la motivation, sur de l'invisible, sur du mental, sur de l'envie, sur des valeurs. Enfin, ouais, mettez le mot que vous voulez derrière. Et très peu sur du jeu. Qui joue où, quand, pourquoi. On C'est en entend moins parler. c'est un peu ce qu'est venu chercher, Daniil Medvedev, tu l'as évoqué juste avant, il est venu te chercher pour collaborer avec lui, aux côtés de Gilles Servara, dans son équipe entre février 2024 et janvier 2025. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Au départ, je crois, il t'avait donné des profils de joueurs, contre qui il avait du mal, contre qui il aimait pas jouer, pour que tu l'aides justement, sur le côté tactique? C'est un peu plus compliqué que ça. Au tout début, quand il m'a appelé, il cherchait juste quelqu'un pour faire des semaines parce que Gilles voulait en faire moins. C'est Parce ça, pour qu'avec alterner avec Gilles avec Servara. les Master 1000 de 10 jours, les tournées devenaient très longues, etc. Et il le faisait déjà avec Igor Andreev, parfois qui venait, etc. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et puis au début, il voulait que je fasse 6-8 semaines, le premier coup de téléphone qu'il m'a passé.
Et à la fin, on a fait 10 jours d'entraînement, il voulait que j'en fasse 30. Et je lui dis, bah non, ça tu sais que je peux pas. Donc on a fini par faire 17 ou 18, je crois, semaines ensemble, qui était très intéressante, mais très difficile aussi, parce qu'à ce moment-là, il est 3e mondial. Lui, ce qu'il veut, c'est bien évidemment essayer de regagner un grand chelem, redevenir, si possible, numéro 1 mondial, parce qu'on veut toujours avancer. Donc je sais que de l'extérieur, on va dire, mais les autres sont plus forts. Peut-être, mais lui, c'est son objectif. Il est 3, son objectif, c'est pas de faire... Trouver des solutions face à c'est ces joueurs. d'essayer de gagner. Et puis finalement, il n'était pas si loin dès l'Australian Open. Mais c'est vrai que le contexte était pas simple, puisqu'on avait déjà Alcaraz qui était devant, Sinner qui était juste derrière au classement, mais qui venait de le battre sur ses 6 derniers matchs, Novak qui était encore devant, des joueurs comme Zverev, etc., qui jouaient très bien, qui étaient à son niveau. Donc voilà, la mission n'était pas simple. Quand tu as des joueurs déjà plus jeunes, Sinner, Alcaraz, qui sont plus jeunes et qui sont déjà devant toi, machin, pour essayer de les rattraper à son âge, c'est difficile. Mais c'était un challenge qui était hyper intéressant, déjà parce qu'il comprend énormément de choses de ce qui se passe sur le terrain. Il est aussi, encore une fois, très fort. C'est-à-dire que dans sa technique à lui, pas sa technique, parce qu'on mélange souvent, mais on va dire dans sa gestuelle à lui, il fait rien comme tout le monde, mais il arrive, voilà, quand on lui dit finalement j'ai envie que tu joues ici à cette vitesse-là parce que derrière, etc., il trouve toujours un moyen de le faire. C'est pas À très sa manière, mais il ça trouvera fonctionne. toujours un moyen. Et au final, c'est ce qui reste intéressant. Et donc oui, effectivement, on pouvait y aller sur la tactique, mais c'est ce qui est toujours aussi un peu étrange, c'est que, encore une fois, parfois on est prisonnier de ce personnage. Tu sais, il a créé, on te dit, il va lui parler tactique. En fait, ouais, mais Daniil, c'est pas là où il a le plus de marge de progression, la tactique. Et de la tactique, on en a fait bien évidemment, mais beaucoup moins que ce que les gens pensent, parce que la plupart de ses problèmes, encore une fois, parfois sont techniques, et c'est ce qui l'empêche de réaliser, parce qu'il comprend ce qu'il doit faire, il voit le truc, et après il faut savoir le faire. Donc finir des attaques sur balle haute, etc. Le service, c'était beaucoup de travail finalement technique pour qu'ensuite tactiquement, parce que de toute façon tactiquement il comprenait énormément de choses. C'est pas là où je peux le développer de manière incroyable. Mais il y avait cette volonté de relancer un peu la machine en ayant un regard extérieur aussi, un peu différent de celui qu'il pouvait avoir avec quelqu'un avec qui il travaille depuis longtemps comme Gilles Servara. Il est de 96, il a 12 ans de moins que moi, et je l'ai vu arriver sur le circuit. Moi, j'ai tout de suite senti qu'il serait très fort, parce qu'on avait une approche et un style de jeu assez similaires, mais il avait un service en plus. Moi, j'aurais bien aimé avoir son service, j'aurais une carrière certainement différente, avec une première balle, mais ça me paraissait évident que dans l'équilibre de son jeu, un joueur capable d'avoir autant de points gratuits sur ses jeux de service, à ce moment-là, en tout cas, même si ça a malheureusement baissé un peu avec le temps, et c'est aussi ce qui explique le fait qu'il recule un peu au classement. Mais il y avait certaines années où ces jeux de service, c'était 1, 2, 3, 4, tac, et puis derrière, il faut travailler sur nous, quand on l'affronte, sur nos jeux de service, il faut travailler parce qu'il a rien, il a remet, il suffit d'un mauvais jeu et ça fait vite 6-4, 6-3, voilà. Donc c'est une logique que je comprends bien, je savais qu'il arriverait très haut. Peut-être pas 1, mais moi une année je l'ai annoncé top 5, tout le monde m'a dit c'est enflammé, il a fini 5e. Et il avait aussi dans une force mentale, on va dire, où c'est un joueur qui ne baisse pas dans les moments importants. Alors encore une fois, un peu plus cette année, beaucoup de matchs ont tourné contre lui cette année, beaucoup de matchs accrochés, parce que c'est encore une fois, on commence à en perdre un, puis un deuxième, puis les autres y croient un peu plus, puis ils l'ont battu, donc c'est fin. Mais d'une manière générale, moi, sur la saison qu'on a fait ensemble, il a fini à la 5e place. Il a gagné il le gagne 8 fois ou 9 fois sur 10. Il a cette force intérieure où il est dur à battre, il est prêt à se raccrocher à tout et n'importe quoi pour rester dans le match. On l'a vu à l'US Open quand il est en danger face à Benjamin Bonzi. S'il faut arrêter le match pendant 10 minutes, il le fait et il revient. Donc voilà, il a énormément de force comme ça dans son jeu. C'est dur à vivre ça quand on est dans la boxe, quand il rentre dans cette phase. La boxe, c'est vraiment le moment le plomb. plus désagréable avec lui, parce qu'il est extrêmement agréable en dehors du court. Sur le terrain, c'est hyper facile de travailler avec lui, etc. Et après, quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l'intérieur qui est pas simple, donc c'est pas la partie agréable. Après, c'est toujours pareil.
on a joué beaucoup, on le comprend. Enfin, on comprend ce qui se passe. Donc on sait bien que ça ne lui rend pas service et qu'il faudrait arriver à rester dedans. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur tournoi qu'il ait fait de l'année, quand on était ensemble, c'était à Wimbledon, parce que sa demi contre Alcaraz, on ne l'entend pas du match. C'est-à-dire qu'il est 100% concentré sur ce qu'il a à faire sur un match perdu. Ça s'en va un tout petit peu à la fin quand il comprend que là, ça risque de perdre. Il est à 2-7-1, 4-3 à break. Mais voilà, quoi, tout le match, il est vraiment concentré dans ce truc-là. Mais donc voilà, on comprend ce qu'il fait, il le sort. Et en fait, à la fin du match, il sait que c'est lui. En fait, c'est sa manière de le faire. Bon, c'est dommage que ça sorte comme ça, mais c'est encore une fois... Enfin, je le savais avant de travailler avec lui. Donc... Oui, c'était pas une surprise. T'as pas été C'était là avant, en fait. S'il avait changé d'entraîneur, tu vois, il aurait arrêté avec Gilles. Et je vois, peut-être que j'aurais dit dès le début, on essaie d'arrêter ce truc-là. Ouais. Et moi, je suis rentré dans un fonctionnement qui était déjà là. Donc, en fait, la boxe, en fait, après, c'est général. Et donc, ça tombe dessus, là. Mais j'ai vu qu'il avait commencé très tôt avec Thomas à envoyer des pouces. Déjà. Oui. Donc, oui, le fameux pouce bien ironique. Donc, là. le verrou a déjà sauté. Oui, le fonctionnement continue. Bah justement, je suis obligée un peu de t'en parler parce qu'après la fin de cette collaboration, il y a eu des propos de Gilles Servara sur la collaboration que tu as eue avec eux, sur le fait qu'il n'y avait pas eu les effets escomptés. Il a dit, j'ai retenu cette phrase, la période où on a travaillé avec Gilles Simon a suscité chez Danil des grésillements, des perturbations, où il a ensuite fallu rétablir les choses. Mais le rétablissement a été difficile. Toi, comment tu l'as reçu, cette analyse-là? C'est le fameux ménage à trois qui est un peu délicat. Non, parce que justement, et encore plus sur la fin, on était de plus en plus alignés, mais moi, je vais les choses simplement. Déjà, c'est vrai que Danil m'a appelé sans en parler à Gilles. Donc, ça veut dire que déjà, entre guillemets, si on parle de grésillement, bah, ça veut dire que certainement, Danil, à un moment, il a dû identifier qu'il manquait peut-être quelque chose, qu'en tout cas, qu'il fallait déjà rajouter quelque chose. Mais peut-être que déjà pour Gilles, c'est des situations où on en avait parlé au début, qui n'est pas simple, parce que c'est son entraîneur toujours, il l'a amené là-haut, il a été numéro 1 mondial, il a gagné un grand chelem. Donc, rien que la démarche de dire je vais chercher quelqu'un d'autre, tu pourrais le prendre, hein, ça ne me suffit plus. Donc, c'est déjà une position qui n'est pas simple. Et moi, j'ai essayé de rassurer Gilles dès le début en lui disant que, enfin, à aucun moment, mon objectif, c'était de travailler, parce que déjà, encore une fois, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 45 semaines. En tout cas, à ce moment-là, je venais d'arrêter ma cage. Je n'allais pas faire 45 semaines. Donc, en aucun cas, sa place ou sa place est là. Moi, je suis là pour essayer de lui amener. Encore une fois, en partant du postulat de départ, qui est que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je connais bien, que je comprends bien, je comprends sa logique de pourquoi il gagnait. Quand je l'affrontais, du coup, j'arrivais, je l'avais battu trois fois sur les 4 matchs qu'on a joués, parce que je sais où appuyer, je connais ses faiblesses, etc. Donc, et c'est ce qui l'intéressait chez toi. Et aussi, voilà, et on avait parlé une fois ou deux de tactique, où il avait joué une fois, là, je lui avais expliqué... pour moi, comment il fallait jouer contre Novak, pour lui, et puis il l'avait battu à Monte-Carlo, donc il s'en était rappelé, il s'est dit, ça m'avait aidé à ce moment-là, machin. Donc il se dit, j'ai envie d'essayer, en fait, ce truc-là. On a un joueur qui a beaucoup gagné, qui a 28 ans, encore une fois, donc qui a des convictions très fortes, et donc c'est une bonne chose, c'est ce qui l'aide à être dur à battre, encore une fois, à être stable dans les moments importants, à toujours délivrer ce haut niveau-là. Mais du coup, c'est encore plus dur de changer. Quand tu sens que 2 joueurs te sont passés devant et qu'il va falloir faire autre chose, c'est plus dur de changer. Et c'est mon rôle. Quand j'arrive parce que pour Gilles, encore une fois, ce sont des fonctionnements. On l'a dit, même quand on parle des pouces, quand il lui fait ça à chaque point de truc, tu peux plus changer ça au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc il y a un moment donné, il faut essayer de changer. Et il y a quand même une urgence en termes de temps. Parce que c'est un joueur encore une fois, qui avait 28, qui était pas loin d'avoir un 29 à ce moment-là, avec des joueurs plus jeunes. Donc le changement, il faut qu'il arrive vite. Donc entre tout bouleverser, non, parce qu'il y a quand même, encore une fois, voilà, il y a un équilibre à trouver là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une mission qui était quand même très difficile. Et on a amélioré plein de choses qui se ressortaient beaucoup à l'entraînement. Mais après, il y a l'entraînement, mais après, il y a le match. Quand j'arrive à 4-4, 5-5, est-ce que je me sens capable de le faire pour gagner, ou est-ce que je gagne de ma manière, où j'ai toujours gagné, qui est une zone dans laquelle je suis passé. Donc, tous les joueurs sont passés à un moment, tous ceux qui ont pu faire des carrières longues. Donc, c'est une période, dans tous les cas, qui est difficile, mais qui est nécessaire. Voilà. Donc, sinon, c'était le postulat de base. Je dis, pourquoi, en fait, je suis là? Si c'est pour continuer de la même façon et que tu me dis, je suis content d'être
3e mondial dans une bonne saison et 8e mondial, parce que on va dire, il va être entre 3 et 10, et on fait la même chose et juste un truc tactique, etc. C'est pas le même travail. Si tu me dis, je veux battre Alcaraz, Sinner pour regagner un grand chelem, bah là, il va falloir prendre des risques à un moment, parce que c'est pas avec... Oui. et c'est ce qu'il a senti. Donc c'est là l'équilibre qui est difficile. Donc je comprends, parce que Gilles, en plus, il est beaucoup sur ces choses-là, sur l'énergie dans l'invisible, etc., la connexion qu'il peut avoir avec lui. Donc forcément, ça vient brouiller. Mais je le prends pas du tout, connaissant du coup très bien Gilles, et en plus le travail qu'on a fait, je le prends pas du tout de manière négative, comme si c'était juste nécessaire de le faire. Après, c'était encore une fois une mission de base. Oui. De base, quand tu commences 3 mondiales, ton objectif c'est de gagner avec encore une fois des joueurs comme Alcaraz, Sinner plus jeunes que toi, etc. La mission n'est pas simple. En revanche, si Elle est c'était intéressante, mais elle n'est pas simple. Ah bah non, si loin de là. c'était à refaire, ou plutôt si c'est à refaire, est-ce que tu accepterais une mission similaire où justement tu as vu les côtés limitants d'être de coach? Est-ce que si tu redeviens coach d'un joueur, tu vas vouloir l'avoir à 100% pour pouvoir vraiment Qu'il n'y ait imprimer pas ta de patte double discours. Alors, encore une fois, 100%, ça veut dire 45 semaines sur le être circuit, quoi. capable de Ouais. vivre tous les jours. Peut-être qu'à un moment donné, je vais y arriver à nouveau. J'ai mes enfants qui grandissent, ils ont 15 ans, 12 ans. Peut-être que dans 3 ans, 4 ans, c'est un truc que je pourrais faire. Pas tout de suite. Pas encore Ouais. là, tout de suite. Oui, là, après ta carrière, Et- tu avais besoin de passer Et du pour temps. le ménage à 3, comme Ouais. tu dis, il y en a qui fonctionnent. On a Yannick Sinner, ça fonctionne Oui, très ça bien. fonctionne plutôt pas mal. Il y en a eu d'autres, donc ça doit pouvoir se faire. Parfois, peut-être aussi, il faut le faire dès le départ. Là, encore une fois, moi, j'étais vraiment dans une volonté de l'aider, parce que c'est un joueur que j'adore et j'avais envie de... Oui, puis tu arrives à un moment où ça va pas bien. Voilà. Au niveau des résultats. En fait, si, ça allait bien, parce qu'il était 3e mondial. Mais Oui, d'un autre oui. côté, Mais lui, on en fait, sentait qu'il y avait un petit lui, il glissement. sent ils sont juste qu'il a 2 joueurs plus jeunes. Oui. Il a toujours Novak Sinner qui est devant, reste et sur ses 6 il a 2 victoires, joueurs plus jeunes que lui, plus forts que lui. Donc, il sent bien que ces mecs-là lui sont passés devant, et que s'il continue, ça va juste... Voilà, D'où le côté urgence. c'est une lecture aussi, un assez peu. simple à avoir, donc il faut changer. Non, et si tu veux, c'est la seule question moi, que j'ai posée à Daniel, parce que, je te donne un exemple, on a travaillé tout l'hiver sur son retour de prêt, parce que pour moi, il est capable de le faire. Et d'ailleurs, quand il a fait demi à Wimbledon, il a retourné de prêt quasiment tout le tournoi. Il n'y a qu'un joueur où, tactiquement, on a décidé de reculer, c'était contre Struff, ce qui sert quand même à 220 en première et à 210 en deuxième, lourd, ouais. et que ça lui donne du temps. Donc, c'est un match où, OK, il a reculé. Mais si tu veux, il le faisait tous les jours, il le faisait très bien. Et on a eu une première déconnexion à l'US Open où il a passé son tournoi à retourner de loin, ce qui ne se justifiait pas, on va dire, sur le plan tactique. C'était plus pour lui se sentir bien à l'intérieur, et il sait qu'il allait battre les joueurs qu'il a battus. C'était Marozan, Kogoli, Borges, etc., en retournant de loin, en lançant le rallye, etc. Mais moi, c'était mon analyse. Il ne prépare pas son quart de finale contre Sinner. Si tu le fais pas contre les joueurs. C'est-à-dire, c'est comme ça que moi, c'est comme ça. Et c'est là où on a... Mais lui, encore une fois, il a gagné l'US Open, il a fait finale à l'US Open, et dans son logiciel à lui, ici, je peux gagner en retournant de loin. Là, d'ailleurs, je l'ai fait, et j'ai fait finale, et je joue très bien. Donc c'est pour ça que c'est pas simple, ça vient pas de nulle part. Moi, je dis oui, mais en Australie, quand tu as failli le battre, tu as retourné de près. À Wimbledon, tu étais de près, et à chaque fois que tu as retourné loin, ça s'est mal passé, parce que voilà, c'est un joueur où si tu poses juste la balle au retour, après, voilà. Donc, pour le faire contre Sinner, c'est ce qu'a dit Sinner par rapport à Alcaraz. Si je veux être capable de poser ça contre Alcaraz, il faut que je m'entraîne à le faire contre les autres. Quitte à ce qu'il y ait du déchet. Quitte à ce que peut-être je perds. Et c'est extrêmement difficile. C'est très compliqué pour un joueur, moi le premier, et on est tous passés par cette situation, de se dire, ce mec-là, je ferai mon truc habituel, je gagne, pourquoi j'irais prendre un risque pour préparer? C'est pas simple. Encore plus quand, pour un joueur comme Daniil, ça fait... Maintenant, les années, en fait, donc c'est vraiment enregistré dans le cerveau. Là où Sinner, il continue d'être, si tu veux, en progression, aussi, etc. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est du très haut niveau, tu vois, c'est fin, tu vois, comme limite, ça se joue à pas grand-chose, il y a beaucoup d'envie. Dès qu'il y a un mauvais résultat, ça te tombe dessus, parce que moi, je suis quand même avec Daniil, au début, il fait finale en Australie, finale à Indian Wells, demi à Miami, finale contre Alcaraz, demi à Miami, on est 8e à Roland, ce qui, au final, par contre, sur Terre, c'est son pas niveau, si même mal, s'il perd c'est dans la moyenne haute de ses résultats de Roland des années, demi à Wimbledon. Et nous, ce qu'on attend, c'est il a toujours pas gagné un tournoi.
Et là, tu vois, ça recule, tu dis, bah ouais, mais bon, putain, tu vois, c'est le jugement, tu vois. C'est du long terme aussi. Le jugement est sévère et tu finis l'année. Et pour moi, c'est surtout en fin d'année où ça commence à partir pour moi de cette US Open où il y a cette première, on va dire, séparation dans ce qu'il faudrait, si tu veux faire. Et la seule question que je lui ai posée à la fin, c'est comment j'aurais pu te convaincre plus de le faire, etc. Et il m'a dit, franchement, tu as déjà poussé fort. C'est qu'il n'était pas prêt à Si tu recevoir poussais ce encore discours-là. plus fort, ça l'aurait pas fait. Mais moi, c'est la seule chose parce que je suis persuadé et je sais qu'il sait le faire. Il s'est fait un entraînement. Non, mais je sais que c'est en lui, au fond de lui, et que ça retient un moment. Mais c'est pas le bon moment. J'ai envie qu'il joue bien et qu'il y arrive parce que, encore une fois, il fait énormément d'efforts. 1000 trucs, les journées, c'est du 8h, 22h avec 1000 trucs dedans. Donc, envie qu'il y arrive, tu vois. Il est vraiment bon en jeu vidéo, Daniil Medvedev. Il est bon. Ok. Mais à un jeu. Ah. Il joue à un jeu. Lequel? Il le maîtrise. Rainbow Six. Ouais. Ça t'a donné envie de réitérer l'expérience avec un top joueur comme Daniil Medvedev ou plutôt, comme tu avais pu l'évoquer dans ton livre, être plus dans l'encadrement de plus jeunes, en France notamment, où tu as souvent pointé du doigt le... Honnêtement, tout m'intéresse. Ok. J'adore le tennis. Donc, au plus haut niveau, les plus jeunes, les garçons, les filles, c'est un terrain, une balle. Où est-ce qu'on l'a? Encore une fois, on joue où, quand? Dans ton livre, tu disais vitesse? aussi qu'il y avait un truc qui t'intéressait vraiment pas, mais tu y es un peu revenu. Tu voulais surtout pas être consultant. Et là, au Rolex Paris Masters, on a commenté les qualifs. Parce qu'il y a Avec une Richard solution. Gasquet. Si tu n'as pas 45 semaines, tu en as une dizaine. Tu viens commenter quelques tournois pour Eurosport. C'est ce que fait Nico Parce Bahu. qu'il a des choses à raconter, a priori, le garçon. Donc, Non, est-ce que c'est un truc qui commence à titiller ou C'est pas le du tout rôle qui te plaît pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'encore une fois, j'aime pas j'aime pas la manière dont c'est commenté habituellement. Justement. oui. Ouais, mais non, peux changer les choses. c'est le format. Encore une fois, parce que quand je dis ça, on va dire que je parle des commentateurs en particulier, etc. Alors que c'est pas le cas. C'est vraiment. C'est pour ça que j'ai voulu faire un truc un peu différent et je m'en suis servi parce que, encore une fois, c'était 2 jours les qualifs de Bercy sur la chaîne YouTube de la Fédé. Donc, t'imagines que les gens qui regardent. Oui, c'est pas un média traditionnel, quoi. Non, mais ce sont des passionnés de tennis. Enfin, sinon, tu regardes pas les qualifs. C'est ça que je veux dire. Quand tu commentes Roland sur France Télévisions, c'est comme quand moi je regarde pour la première fois du football américain pendant le Super Bowl. J'attends un niveau de commentaire qui va m'expliquer les règles. Voilà, j'attends pas des stratégies parce que voilà, on est sur un média et donc la manière de commenter fait que tu es obligé de rester à ce niveau-là et le format, le fait que finalement tu peux pas parler pendant les points. Tu peux pas parler pendant un changement de côté parce que c'est la pub. Donc en fait, tu peux jamais faire une. Donc en fait, tu as 20 secondes entre les points pour juste. Donc en fait, tu parles pas de tennis et tu parles pas de jeu. C'est pour ça que là, dans ce format-là, essayer d'y aller un petit peu plus sur la tactique, avec déjà essayer de présenter. Lui, il va essayer de retourner de près, de loin, il va essayer de lui choper le revers, le truc. On va essayer de parler de tennis. Mais tu peux pas toujours le faire. Est-ce que le côté de commenter des qualifiés, donc des joueurs que tu tapais à l'époque, est-ce que ça te va mieux plutôt que d'aller commenter le numéro 1, numéro 2, numéro 10 mondial et d'avoir des leçons un peu à donner? C'est pas un truc qui t'embête, ça? Non, parce que c'est pas une question de leçon, c'est une question d'essayer d'expliquer et d'amener un éclairage, justement, encore une fois, sur du jeu, autre que sur... Et c'est aussi pour ça, donc on reste souvent dans l'état d'esprit. Ah, aujourd'hui, il y est, aujourd'hui, il joue bien, ou il y a enfin, des trucs un peu généraux, si tu veux. Et moins parler finalement de tennis, des positions de retour des uns des autres, de pourquoi ici, pourquoi là, quand est-ce qu'il ouvre le terrain, quand est-ce qu'il essaie de finir, pourquoi il fait l'amortissement. Parler de tennis en fait. On parle très peu de tennis, on peut commenter un match de 4 heures en ayant très très peu parlé de tennis. Sur HBO Max, il n'y a pas de pub, hein. On peut plus parler. Non mais c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est rien que le format qui fait que... moins de carcan que la télé traditionnelle. Et j'étais avec Olivier Jacquemin au commentaire. Et puis, tu vois, il a sa fiche de présentation. Et je dis, pour le 2e jour, pourquoi on ne pourrait pas présenter? Là, on a Luca Van Haché contre Comessania. Pourquoi, dans la présentation, on ne présente pas déjà le profil des 2 joueurs? Un joueur qui va essayer de prendre son courroie, qui va essayer de retourner loin, qui va essayer de l'enfermer. Pour juste donner un éclairage de ce qui va se passer. Après, qui va y arriver, qui va faire quoi, ça on verra. J'aime pas trop les pronostics de c'est lui qui va gagner. Ça peut totalement se faire, hein, Gilles. Mais on peut trouver une minute pour 2 minutes, 3 minutes. Aujourd'hui, en disant que ça se fait le recruteur. peu, et donc on est... Voilà.
S'il y avait un profil, toi, qui t'intéresserait aujourd'hui, garçon ou fille, à coacher, tu disais sur la position de retour de Daniil Medvedev, c'est quelque chose que tu avais analysé depuis longtemps, que tu avais envie de le faire changer. Est-ce qu'il y a un joueur sur le circuit ou une joueuse où tu te dis: «Ah là, là-dessus, j'aimerais travailler avec lui sur ça» ou Tous. En fait, moi, je vois les joueurs de tennis comme les gens dans la vie, c'est-à-dire qu'on a tous nos qualités, nos défauts. Donc, sur nos terrains, on a tous nos forces et nos faiblesses, même tout en haut. C'est juste que les limites sont plus fines, encore une fois, à les trouver, alors que forcément, plus on va redescendre, et voire même en âge aussi, Oui. chez les jeunes, plus. Mais en fait, les chemins sont les mêmes. C'est juste qu'entre un niveau haut et un niveau bas, ben, on voit Sinner, il a un niveau haut et un niveau bas. Si tu veux, on navigue dans un truc qui est extrêmement constant. Et les autres, voilà, tu le vois un petit peu plus, mais encore une fois, le cheminement est le même. Et donc, chaque joueur aura ses forces, ses faiblesses, ses problèmes à régler, ses démons à affronter, etc., pour essayer d'être meilleur. Donc, la logique ne change pas. Et voilà, c'est juste les contraintes de jeu. Si tu vas chez les jeunes, bah, on va dire, voilà, peut-être les 2 premiers coups vont être moins importants. En tout cas, déjà, le service-retour, ouais. parce que ça va jouer beaucoup du fond du court. Parfois, ils sont très réguliers, ils n'arrivent pas à se faire un point gagnant. Donc, c'est d'autres, on va dire, stratégies pour essayer de gagner. mécaniques. Tennis féminin aussi différent, avec le retour qui a l'impact, la couverture du terrain qui est moins bonne que chez les hommes. Donc, ça implique des choix tactiques, on va dire, différents. Donc ça Mais au t'intéresse à tous final, les ça niveaux? restera, il faut jouer encore une fois, une balle à tel endroit, à telle Ouais. vitesse, pourquoi, contre qui, et on retombera toujours sur la même trame générale. Tu as regardé beaucoup de tennis cette saison, tu nous l'as dit. Elle est terminée officiellement avec la Coupe Davis qui a eu lieu la semaine dernière. L'occasion de tirer un petit peu le bilan de la saison des Français. Thomas a fait un super petit sujet pour nous rappeler les faits d'armes de C'est nos faire le Bleus bilan, ouais. en 2025. On regarde et on en reparle juste après. Oh là, le bilan de l'année des joueurs français. Il y a des choses à dire, dis donc. Il y a eu du bon, du très bon, du beaucoup moins bon. Tout commençait bien pourtant dès le mois de janvier. 2 titres dans la besace déjà. Le tout premier en carrière à Hong Kong pour Alexandre Müller à 27 ans. Le 13e pour le super-héros Gaël Monfils à Auckland, devenant le plus vieux joueur à s'imposer sur le circuit depuis 1977. La Monf en pleine cure de jouvence, s'offrant son premier top 4 en Grand Chelem dans la foulée à Melbourne, avant d'être rattrapé par son corps d'ancien combattant. Müller, lui, confirmé à Rio. Un coup de clim face au Carioca Fonseca, puis une nouvelle finale, la première pour lui en ATP 500. Quant à nos chefs de file, eh bien là aussi ça démarrait sur de bonnes bases. En février, Humbert défendait son titre à Marseille. Tel Humbert, tel fils, Arthur lui chipait la place de numéro 1 français après 3 quarts consécutifs en 1000 à Indian Wells, Miami, puis Monte Carlo, où le prince Arthur a même fait vaciller le roi Carlos. La suite, je vous le donne en 1000, plus rien ou presque. Une fracture de fatigue au dos à Roland, et puis rideau pour fils, qui ne disputera que 2 petits matchs cet été avant de tourner le dos définitivement à cette deuxième moitié de saison cauchemardesque. Pas beaucoup mieux pour Humbert, après un accident domestique qui l'a handicapé à la main pendant des semaines, c'est le dos en vrac qui pose également souci. En octobre, pourtant, Hugo est de nouveau dans un bon délire. Finale à Stockholm, demi à Bâle, et puis le dos encore une fois qui met fin à sa saison. Alors, en l'absence des tauliers, on se console avec nos seconds couteaux qui étaient, eux, bien aiguisés. Première finale sur le circuit pour Arthur Cazot à Kitzbühel, de même pour Valentin Royer en Chine. Moutet, lui, en a atteint 2 des finales à Majorque et Almaty. Perdu, certes, mais Corentin finit l'année 35e mondiale, de loin la meilleure saison pour le plus créatif des joueurs français. Et que dire de notre collectionneur de cartes Pokémon préféré, Terence Atman, qui sort des qualifs à Cincinnati pour aller jusqu'en demi-finale d'un Masters 1000. Fou, on pensait avoir tout vu? Eh bien non, un conte de fées peut en cacher un autre, celui d'Arthur Rinderknecht. Proche du burn-out en début d'année, Arthur retrouve la flamme cet été jusqu'à ce Masters 1000 hors du temps à Shanghai, où Rinder, surprise, surprend successivement 4 top 20 dont Zverev, Félix Auger-Aliassime et Medvedev, s'il vous plaît, rien que ça. Avant de retrouver en finale son cousin, 204e mondial. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'occasion est trop belle à 30 ans d'aller chercher un premier Masters 1000? Oui mais non, c'est le monégasque qui ira au bout du rêve. Réunion de famille qui terminera dans les pleurs, tout ça. Mais le grand Arthur se consolera avec la place de numéro 1 français pour la 2e fois de sa carrière en fin de saison. Mais pas avec la Coupe Davis, où on s'est fait avoir en quart comme des bleus. De créatif à récréatif,
Il était temps que ça s'arrête, on tourne la page et on profite des fêtes. Il y aura peut-être des cadeaux un peu plus sympas à pouvoir offrir à la copine et aux parents et à tout le monde à Noël. Et à Arthur. Et à Arthur, mais il sera pas là à Noël, mais à Arthur aussi, ouais, avec grand plaisir. On les a retrouvés, les joueurs qui ont brillé en fin de saison, Tom, à la Coupe Davis. C'était sympa cette Coupe Davis, là. J'ai regardé la finale Italie-Espagne, c'est pas si mal, hein. On dit qu'on a tué la Coupe Davis. Pourquoi c'est mais, pas si mal? Parce que l'Italie est à domicile. Je ne suis pas sûr que ce soit que ça, mais bon, en tous les cas, Berrettini et Coboli, ils vont pas bouder leur plaisir, hein. Les deux potes romains, ils savourent. Ça Parce fait qu'on des disait, belles il n'y a pas images. Musetti, il n'y a pas Sinner. Bon, bah, les deux autres derrière, ils sont pas mauvais non plus. Et bon, je pense que s'ils gagnent, c'est pas que parce qu'ils sont à domicile. Le tennis italien va très bien, hein. Il y a du monde. Après, il y a aussi du monde dans le tennis français, hein. J'en ai parlé dans le sujet. Il s'est passé pas mal de belles choses. Après, le bilan par rapport à 2024, si on tire comme ça un petit bilan, on avait 7 titres l'année dernière, dont 4 ATP 500. Cette année, on a 3 petits titres, 7 finales perdues, certes. Il y a ce parcours d'Atman à Cincinnati, il y a le parcours d'Arthur à Shanghai. Il y a aussi Manarino qui était là, qui est revenu dans le top 100, qui a fait de gros efforts, hein, qui n'est pas tout jeune, 37, 38 ans, Adrian. Il y a plein de choses à dire. Après, évidemment, ça tient beaucoup aussi aux problèmes physiques de nos deux chefs de file, Hugo Humbert et Arthur Fils, qui, s'ils avaient été en forme, auraient eu très probablement d'excellents résultats. Arthur était parti sur une très bonne lancée, donc ça biaise un tout petit peu le bilan. Mais bon, bah, on reste quand même malgré tout un peu sur notre faim, même si l'histoire d'Arthur Hinderknecht et Valentin Vachereau a réveillé vraiment la flamme chez nous, parce que c'était passionnant. J'ai vu sur X que Gilles aussi avait tweeté pas mal sur ce tournoi parce que c'était absolument fou. Donc il y a des choses positives. Après, je reste un peu sur cette Coupe Davis, c'est pour ça que j'en parle. C'est la dernière. Il y a quart de finale, il y a un coup à jouer. Ça aurait pu être une excellente manière de finir l'année, de se faire un petit kiff pour finir. On va retenir forcément ce coup de Corentin Moutet, c'est pour ça que je dis de créatif à récréatif, parce que là, c'est complètement interdit à ce niveau-là. On peut peut-être tenter un truc comme ça, un partout, 15A, pas 6-5 dans le deuxième, 15A. Alors, interdit, impardonnable, après on utilise les mots qu'on veut. C'est très dommage parce que moi j'ai trouvé que la compétition, même si c'est pas la grande Coupe Davis des grandes années, il y a quand même le saladier d'argent qui est dans le coin, qui fait rêver. Et j'aurais bien vu Arthur, Corentin et puis l'équipe du double, Pierre Hugerbert, Ben Bonzi, faire un beau parcours. Ça pouvait totalement correspondre à leurs caractéristiques et leur forme du moment. Donc je trouve que c'est un peu dommage et ça ternit un tout petit peu le bilan de fin de saison. On reste là-dessus, mais... Après, voilà. Ça s'est dit, je ne sais pas, Gilles, qui connaît bien l'équipe de Coupe Davis, je ne sais pas comment il l'a vécu, ce quart de finale où... Oui, on se dit qu'il y a un coup à jouer contre les Belges. Zizou Bergs a fait une super Coupe Davis, avec un super match contre Coboli ensuite en demi-finale. Bah, attends là, Mouniard a fait une super Coupe Davis. Oui, l'Espagne aussi, sans Alcaraz, s'en est bien sortie. L'Espagne s'en est très, 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 très bien sortie. Ouais, mais c'est vrai qu'elle paraissait... on est forcément juste déçus parce qu'elle paraissait plus ouverte. On sait que tu as des Sinner en moins, des Alcaraz en moins. Du coup, ça devient jouable. Mais jouable, ça ne veut pas dire que tu vas la gagner derrière. Et non. Parce qu'on sait bien que en fait, ça a été... encore une fois, ça s'est vu cette année, mais tu as ces deux-là. Et derrière, tu as l'impression que tout le monde peut gagner, quoi. Et donc, on parle de Shanghai, on a quand même un joueur qui n'était même pas dans les qualifs. Et donc, le niveau donne l'impression que en fait, la grande force, pour expliquer ça, du Big Four qu'on avait, ou de certains, c'est le niveau bas, en fait, qui compte. Ouais, et donc, le niveau bas de Rafa, c'est « je perds pas ». Même le niveau à Roland, c'est je perds pas. C'est-à-dire que même dans le plus mauvais jour, ça se trouve, il y a des jours où il sentait rien, il avait mal, il y a machin, il gagne. Enfin, il a perdu une fois ou deux, mais je veux dire, c'est ça, ça perdait pas. Et comme en plus ils étaient nombreux, un accident. Tu disais, si à un moment, il a un accident pour moi, tu as l'autre qui t'attend derrière. Et donc, il faut beaucoup d'accidents si tu veux pour que ça passe. Et aujourd'hui, c'est déjà ce qui est différent. C'est-à-dire que là, on a Alcaraz qui ne joue pas, on a Sinner qui a son accident, et d'un coup, on se dit, là, on a un vainqueur de Master 1000. Alors on se dit, est-ce que Daniil, du coup, aurait pu le prendre à ce moment-là? Est-ce qu'un demi-nord, qui est souvent en embuscade, va s'embarquer? Non, tu vois, finalement, ils ont perdu. Félix, qui jouait bien aussi en fin de saison. Et donc, voilà, c'est ouvert. Mais comme on voit que tout le monde peut, dans un bon jour, peut battre l'autre, etc., tu arrives en Coupe Davis, ils ne sont pas faciles à pronostiquer quand même les matchs.
Non. Et d'ailleurs, on voit que les matchs sont très accrochés. On voit aussi, encore une fois, l'avantage quand même de jouer à domicile. Parce que, bien sûr, il y a une grosse performance de Koboli qui a dû prendre plus d'émotions en un week-end Dans que sa dans... carrière. Contre Mais- Zizouberg, Spémounard. Mais parce qu'il est mis aussi dans des très bonnes conditions, déjà par le format, donc par un Berrettini qui l'amène à 1-0. Donc à chaque fois, il joue le match Oui. pour Il y a gagner et moins même de pas pour pression perdre en que- plus. ouais. Tu sais, il est décisif pour lui, mais pas si ça perd. Il y a encore les joueurs de double derrière et il joue des joueurs qui sont Pas aussi à mal, sa la paire de portée au double classement, italienne. que ce soit Zizouberg, que ce soit Raum et Minard. Et il les gagne, tu vois, accrochés, 7-5-3, 7-6, enfin 3-6, 7-6, 7-5, des trucs comme ça. Bon, ouais, Fou, ouais. tu sens que c'est là, mais donc tu comprends que le public a son rôle à jouer aussi, tu vois, là-dedans. Et nous, là-dedans, on se dit, bah oui, on a une équipe qui a pas grand-chose à envier à ce qu'on va affronter, en fait. Donc c'est juste pour ça que tu es déçu quand ça gagne pas. Mais en sachant aussi que ça pouvait très bien perdre. Enfin, voilà, quoi. Et tu jouais la C'était- Belgique, ouais. tu savais que tu pouvais perdre aussi, parce que pour la raison que j'avais donnée avant. On avait des joueurs qui étaient fatigués, Tom en a aussi parlé dans son sujet. Pas les leaders. Ça, tu penses que ça a manqué aussi, nos numéros 1, 2 Français, Hugo Humbert, Arthur Fils, qui sont pas là Ça manque forcément, parce que quand ils jouaient bien en début de saison, ils étaient autour de la 15e place, je Ouais, pense, c'était pas loin du top Pas loin 10, du on top parlait 10, d'autres ouais. trucs, donc on était entre 10 et 15, et que si tu viens avec des joueurs, bah là, tu des joueurs plus forts encore sur le papier que les adversaires que tu affrontes. Mais je trouve qu'il manque... donc oui, sûr, tu peux gagner, mais on n'a pas joué des joueurs 10 et 15 en face non plus. Tu vois ce que je veux dire? On a joué Oui. des joueurs qui étaient à notre classement, mais voilà, demain, à chaque fois qu'il y a un match de Corentin contre Zizouberg, c'est pas facile de savoir qui va gagner, les niveaux sont proches, donc passer, alors, c'était pas le Ouais, c'était match-up de ce Collignon, truc-là, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que voilà, que ce soit avec Collignon. Arthur, c'est proche. Et demain, s'il joue au premier tour de l'Australian Open, je ne sais pas si on est sûr et certain de qui va gagner, parce qu'encore une fois, il y a une hiérarchie qui est un petit peu moins stable. De quoi par rapport aux joueurs entre par top rapport à il y 20 a et top quelques années. 60 ou Par rapport à un moment où c'est tu avais très ouvert? le Big Four, tu vois, truc, mais tu avais quand même dans les joueurs, en général, de 5 à 10, ça perdait pas beaucoup, ou ça perdait quasiment que Contre le Big Four. sur le Ouais, Big tu trouves Four. que le niveau du top Quand 10 actuel est quand moins t'allais bon prendre des Ferrer, des Del Potro, des Joe, Ouais, des du ça, il y avait- il y avait- Wawrinka, mais on va dire qu'il y avait moins de... Il y avait du grand public. T'avais moins ce truc-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends Arthur qui a fait une bonne fin de saison et qui finit autour de la 30e place. Et je suis pas surpris s'il bat Taylor Fritz et je suis pas surpris s'il perd sur Zizouberg. Ouais. Tu vois, dans mon truc. Enfin, Parce qu'il y a alors une qu'avant, ça homogénéité aurait du été, niveau. j'aurais été surpris qu'il batte Joe, tu vois, peut-être. Et à l'inverse, nous, on était dans une version où derrière, c'était un peu moins dense, un peu moins fort, aussi entre 50 et 100. J'aurais été surpris qu'il perde contre des joueurs à la 100e place avec son niveau. Donc c'est là où je trouve que c'est plus homogène et donc ça explique d'un côté cette excitation quand on regarde, parce qu'à chaque tournoi on se dit c'est ouvert, Tout et est en plus, et possible. comme on a plein de joueurs qui jouent bien, et ben à chaque fois on en a un qui traverse ici, ce qui est mieux cette année je trouve que sur les autres années, notamment sur les gros tournois, parce que effectivement on avait gagné, mais sur les gros tournois, on a enfin dans des Master Mi un joueur, Terence par exemple, qui traverse à Cincy, Arthur, et qui aurait pu traverser jusqu'au bout, parce que Terence par contre lui, il y avait Sinner en demi. Tu vois, lui, il y a un moment, il y avait le mur, là, tu vois, les deux. Lui, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir perdu. Avec Shanghai, c'est pour ça que c'était génial, parce que c'est pas le tournoi lui-même qui était génial, c'est pas le format des Master 1000 qui est génial à suivre. Loin de là, ce qui était génial, c'est que très tôt, finalement, on s'est dit, il va y avoir un autre, que souvent, malheureusement, dans ces cas-là, nos joueurs ont perdu, et que je me dis, c'est un autre, mais c'est pas un Français, donc ça me saoule. Donc, voilà. Et que là, enfin, ça avançait pour nous, quoi, tu vois, dans le truc. Donc c'est ça qui était sympa. C'était fabuleux, mais il mène un 7-0 contre le cousin, et après l'histoire, j'ai trouvé au final qu'elle était encore plus belle, parce qu'elle est tellement irréelle et improbable que je trouvais ça encore plus beau. Après, c'est vrai que pour Arthur, d'avoir une finale 2000 à 30 piges, et il va falloir digérer ça d'une manière ou d'une autre, mais il a montré quand même de superbes choses pendant ce tournoi, et puis plus globalement pendant tout l'été où il a regagné des matchs contre de il a eu un gros passage de Roland ou c'est à Roland, il joue plus fatigué en fin de saison. De mémoire, il fait un bon match où il est loin d'être ridicule contre Sinner. Il prend 3-7, certes, mais c'est pas si clair. Non, mais il y a beaucoup de victoires
il y avait beaucoup de victoires contre des joueurs forts, tu vois, dans le top 1, ça commence à être régulier. C'est-à-dire qu'à l'inverse, par exemple, La de battu plusieurs fois Terence, Zverev. qui tout d'un coup a fait sa demi et après qu'on avait moins vu avant et moins vu après. Donc tu dis, ah tiens, c'est tombé là, donc c'est toujours intéressant. Ça veut dire que dans son niveau, il est capable d'aller chercher parce qu'il bat que des Roublev, il bat que des très bons joueurs. Donc ça veut dire qu'il est capable à ce niveau-là, mais il l'a pas tenu sur plus de 2 semaines, on va dire, sur le truc. Alors que Arthur l'a tenu sur déjà 3, 4, 5 mois, je dirais. Donc c'est plus encourageant. Ça donne l'impression que du coup, c'est son niveau. Oui. Tu vois, sur le... Et numéro 1 français, pour la deuxième fois de sa Du carrière. coup, tu peux le tenir. Ça permet de le rappeler parce que c'était passé un tout petit peu dans l'anonymat en 2022 quand il finit quelque chose comme 44e mondial. Oui. Là, tennis français, il est un petit creux. Il est pas au mieux. Gilles arrêtait, c'est pour ça qu'on était dans le dur. Ouais. Mais après un super match à Bercy contre Taylor Fritz. Mais lui, il l'a battu, Taylor Fritz. Il en parlait pour finir en beauté à Bercy. Et qui est là, et qui est 4e, 5e truc stable. Depuis un moment, mais ça me donnait l'impression que c'est évidemment un super joueur. Je l'ai joué aussi, j'ai perdu, je l'ai battu, j'ai perdu. Bon, c'est un joueur qui est très fort, mais voilà, tu vois, Gaël l'a battu aussi en début d'année. Je le vois. Arthur l'a battu. Beaucoup l'ont. Première fois qu'il bat un top 4 en Grand Chelem, Gaël. Donc ça montre quand même. Pour qu'il batte un top 4 mondial à son... Oui, il avait 38 ans déjà. Et les points, il les vole pas, Taylor. Hein. Donc s'il est là, c'est qu'il fait des résultats. C'est qu'en Grand Chelem, il était quand même là la plupart du temps. Donc, il y a de la régularité. Donc à un moment, il est quand même régulier, forcément, puisqu'il est là. Mais ça donne l'impression d'être pour nous plus battable que quand nous, c'était Murray 4, souvent. Voilà. Rika, Berdych. Pour revenir sur la Coupe Davis, il ne faut pas tout remettre en cause avec cette défaite en quart de finale face à une équipe qui était plus prenable peut-être que l'Italie de Sinner s'il avait été là. Il y avait eu une histoire autour du Capitana, c'est Paul-Henri Mathieu qui a été choisi. On avait interrogé Jo-Wilfried Tsonga là-dessus, puisque lui, il avait été à un moment donné dans les possibles candidatures. Et il nous avait dit, à nos collègues d'Eurosport.fr, disons que j'ai pas compris, qu'on vienne me chercher pour me demander si j'étais intéressé par le poste, pour ensuite me dire que c'était pas possible en raison de soi-disant conflits d'intérêts. On sent qu'il y a eu un petit malaise sur la façon dont ça s'est fait, le choix de ce capitana en Coupe Davis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé à ce moment-là? Parce que je crois aussi que c'est un poste qui peut t'intéresser. Oui, on était candidats et effectivement, il y a eu un process qui était ce qu'il a été. Il faut en mettre un pour la candidature, mais c'est vrai qu'au final, il y a eu beaucoup de personnes qui ont candidaté. Ouais. Alors que c'était pas forcément nécessaire si de base c'était pas on estimait que ça aurait fait juste gagner du temps à tout le monde, mais voilà, après ça c'est encore une fois c'est une candidature, chacun a envie de le faire, a envie d'amener des choses, éventuellement un programme ou autre, et puis il y a une décision qui tombe avec le président, avec Ivan sûrement dedans, et qui décide quel est le meilleur. Donc voilà. Donc moi c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. J'avais 2 positions qui m'intéressaient beaucoup, dont celle-là, pour essayer d'aider, mais parce que ça part en fait d'une analyse qui pour moi est là depuis maintenant, de nombreuses années. Et finalement, quel que soit le capitaine qu'on ait eu, etc., et je remarque, comme j'en avais parlé dans mon livre, au niveau de la formation, etc., mais il y a quelque chose dans le logiciel, en fait, pour moi, qui ne fonctionne pas et qui fait que nos équipes de France, parce qu'elles ont changé de joueurs tout le temps, nous, quand on y était, etc., pour moi, ne performe jamais de manière finalement optimum. C'est-à-dire si je prends, je sais pas, presque les 15 dernières années, j'ai très peu de souvenirs. J'ai pas de souvenirs d'exploits, c'est-à-dire de rencontres où on bat une équipe plus forte que la nôtre. Il y a quelques matchs où on gagne contre des équipes de notre niveau, mais je trouve que si c'est une équipe de notre niveau, ça devrait être une fois sur 2, et je pense qu'on perd plus souvent que ce qu'on gagne contre une équipe de notre niveau, et de temps en temps même, tu vois, une contre. Donc je dis qu'en gros, l'équipe de France, depuis, encore une fois, plusieurs années, et avec des formats même différents, etc.,
sous-performe un petit peu. Et pourquoi, selon toi? J'ai mon idée, c'est ce que je voulais essayer d'amener. Donc là, les résultats n'ont pas forcément démenti, mais même les années précédentes, si on regarde Parce que les là, c'était années, la c'était première à fois chaque qu'on fois se qualifiait frustrant, pour le ça s'est joué au Final double, 8. ça s'est joué à pas grand-chose à chaque fois, mais c'est pour ça que je dis, là, beaucoup vont dire, c'est Corentin, il a raté son truc, etc. Mais quand ça commence à s'étaler sur beaucoup de saisons, et avec encore une fois des joueurs différents, et avec des capitaines différents, Oui, et c'est qu'il y a c'est pour ça que un mal je profond. faisais un lien avec ce que je disais dans la formation, avec des présidents de fédérations différents, des responsables du haut niveau différents, des DTN différents, etc. Quand à la fin, ta structure générale ne change pas, tu vois, dans le truc, c'est qu'il y a un problème pour moi qui est plus lié vraiment dans le logiciel et au système. Et après, tu as beau changer les personnes et les mettre, en fait, ça reproduit les mêmes erreurs. Donc c'est ça que j'ai essayé d'identifier depuis longtemps sur ces deux secteurs, parce que c'est les deux qui m'intéressent, parce que c'est beaucoup, encore une fois, de terrain, et que j'aime beaucoup le terrain. Et c'est ce que je voulais essayer d'amener. Et donc je serai certainement candidat si plus tard il y a à nouveau le truc. Je suis jamais pour pousser personne dehors. Donc moi, je suis jamais pour... faites ce que vous avez à faire, mais en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai un truc qui est assez clair que j'aimerais essayer de changer. Et puis, j'espère qu'un jour, on me donnera la chance d'essayer de le faire pour voir ce que ça donne, en tout cas, pour essayer, en tout cas, un truc un peu différent. Bah, on voit que votre Mais- génération, à toi, à Richard Gasquet, à Joe Wilfried Tsonga, elle est dans la transmission. On voit que Richard a pris des responsabilités dans l'encadrement. Oui, mais des- encore une fois, à chaque fois, il y aura un président, enfin, ça change, il y a des élections, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est Gilles Moreton qui est pour un deuxième mandat, peut-être un troisième plus tard, etc. Les personnes qui changent, mais pour moi, c'est pas encore une fois les personnes, c'est certaines choses à changer qui font qu'encore une fois, l'équipe de France, on va dire, donc historiquement, et c'est comme ça qu'on vise entre guillemets personne, parce que vraiment je vise personne, fait que les résultats, elle performe de temps en temps à son niveau et souvent un chouille en dessous. Ouais, mais votre génération, on sent qu'il y a quand même. Oui. Enfin, c'est bien d'aller. Il y a quand même des personnalités. L'expérience du plus haut niveau. Vous avez été tous top 10. Oui, mais quand on a eu Disputez avant, les plus grandes compétitions, vous avez gagné la quand Coupe j'étais, Davis. c'était Guy, il a une meilleure carrière que la mienne. Enfin, c'était pas le. Et Cette d'ailleurs, je pense que transmission, elle est moi, nécessaire. c'était quand je repensais en souvenir, je m'étais dit le souvenir que j'ai. Et moi, c'est pas une année en plus où ça a été très souriant pour moi, mais c'était justement cette année de 2010 où je me suis dit, on a battu l'Espagne. Avec Mika qui bat Verdasco, avec Gaël qui bat Ferrer. Derrière, tu avais l'Argentine avec Nalbandian, Monaco. Là, je me suis dit, et même la Serbie, ouais. quand on perd, et en Mais finale, que je joue ou non, ça joue sur un c'est cinquième match. Novak, Ouais. c'est Nenad Zimovic qui était En en double, double, etc. Victor Troicki qui Troicki. était 15e ou 20e à ce moment. Enfin, voilà. C'était et il y avait combat. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, c'était pas mon cas, moi, personnellement, dans l'équipe, mais le reste de l'équipe performait à son niveau, voire aller au-dessus. Au Mika, il jouait mieux en Coupe Davis, presque ce qu'il jouait sur le truc, etc. Et après, j'ai plus beaucoup D'exemples de on ce a truc-là, où j'ai surperformé. l'impression que souvent, on a perdu contre l'équipe quand elles étaient plus fortes et que, voilà, ou quand un Murray était en face de nous, on n'arrivait pas à passer. Quand un Silic était en face de nous, on n'arrivait pas à passer. Et voilà, c'était ce truc-là. Donc voilà, moi, comme ça, j'ai que ça à faire, je réfléchis. Est-ce je que me c'est à dis, cette tiens, génération-là de prendre un peu le pouvoir dans l'encadrement, d'apporter son expérience, comme a pu le faire Guy Forget à l'époque avec la carrière qu'il a eue? Ça compte quand même, ce qu'on a pu réussir au plus haut niveau à transmettre aux plus jeunes. Encore une fois, prendre le pouvoir, c'est de la politique, hein. Oui, non, mais c'est Donc, une formule. moi, j'ai pas C'est envie de pas ton partir en truc, guerre. ça. Ouais. Non, mais j'ai pas envie de partir en guerre contre qui que ce soit. Moi, je suis dans des trucs où j'ai envie d'aider. Quand je vois les jeunes, c'est juste que Aller faire sauter des verrous qui existent encore oui, apparemment. mais c'est pour ça que je propose. Mais je me bats contre personne. J'ai envie Oui, non, d'essayer sans de le parler faire. de- Je l'ai signalé à la fédération. J'ai envie d'essayer de faire ce truc-là. Donc j'ai candidaté quand il y avait le poste qui était libre. C'est pour ça que je le referai. Peut-être que ça changera ou non. Et peut-être ça changera pas et ce sera encore autre chose. C'est pas de souci. Mais voilà, moi j'ai une idée. J'ai envie d'essayer de le faire. J'espère juste qu'un jour on me donnera le pouvoir de le faire, mais je ne vais pas aller me Mais est-ce battre. que tu penses vraiment que le rôle de capitaine de Coupe Davis, c'est vraiment ce rôle-là où on peut
mettre en place une vision, parce que bon, j'ai pas de boule de cristal, mais très probablement qu'on aura un jour un Richard, un Joe, un Gilles sur le banc Sur de le la banc, Coupe ouais. Davis, parce que ils Est-ce l'ont qu'on a tous le temps été. de... Arnaud Clément, Escudé, Forget, Noah, enfin pour ne citer que. Donc il y a un moment, oui, on va faire appel aux mousquetaires, comme on les surnommait. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment dans ce rôle-là où tu peux, enfin visiblement, tu as une idée en tête, ça titille notre curiosité, mais est-ce que c'est pas plutôt J'ai en plein tant d'idées en que tête. directeur technique national Et ou pas dans que des une bonnes. vision On plutôt verra. plus périphérique, plus globale, qu'on peut vraiment mettre une vision en Parce que place? la Coupe Davis, ça reste assez C'est-à-dire que moi, dispersé, quoi. bon, c'est mon sentiment, mais j'ai l'impression que c'est plus un cadeau qu'on fait à un ancien joueur. Et quelque part, que tu mettes Joe, Gilles ou Richard, de toute façon, oui, les joueurs vont vouloir mouiller le maillot pour eux. Enfin, je Mais c'est le pense. reste de la saison. Tu peux, oui et non, mais c'est, tu vois, si je faisais le parallèle avec Daniel, tu vois, quand je suis entraîné, c'est encore une fois, c'est quoi l'objectif? Ouais. Tu vois, c'est vrai que il y a une idée pour moi déjà qui était assez fausse, mais qui est un souvenir tellement important, on va dire, dans l'histoire du tennis français. C'est quand même la victoire de Coupe Davis de 91 avec Yannick qui... moi, j'avais 7 ans, donc je ne me rappelle pas, hein, donc je reprends juste ce narratif. Mais c'est comme ça, en tout cas, que ça m'a été raconté, je pense, vécu, avec Yannick qui sublime, tu vois, ces joueurs qui vont chercher... Sampras, Agassi, si Oui, tu veux, en des finale. victoires. Henri Lecomte et Guy Forget. Guy Et si Forget, tu veux, contre Sampras. à chaque fois, c'est resté longtemps ce narratif-là de se dire il faudrait que le capitaine arrive à sublimer le joueur. Ça veut dire qu'en gros, si aujourd'hui je prends Arthur Hinderknecht qui est numéro 1, mais qui est 28e ou 25, enfin, entre 25 et 30 au classement, capitaine, en gros, sa mission, ça serait de le faire jouer 3 mondiales. Ouais. Et moi, j'étais contre ce truc-là. C'est-à-dire, ça a pu se produire, c'est très bien, mais moi, pour l'instant, du constat que j'ai fait, j'aimerais déjà qu'il joue 25e. C'est-à-dire que moi, déjà, en premier tour, je ne voudrais pas le gêner. Je ne voudrais pas qu'il soit moins bon dans l'équipe que ce qu'il est en dehors quand il a son staff, son Qu'il truc, joue déjà etc. Fermé à son niveau. En fait, c'est pour ça. Contre des joueurs. Parfois, on a perdu parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher Rafa sur terre à Cordoue. Compliqué. Non, mais là, effectivement, mais contre la Belgique. Ce sont moins les défaites. Il y a des défaites que je trouve plus gênantes, on va dire, tu vois, que celle-là, ou voilà, peut-être celle-là, si tu veux, en fait partie, où tu dis, les Belges n'étaient pas plus forts, ils n'étaient pas beaucoup moins forts non plus, mais c'est pour ça que tu es déçu. Parce que tu dis, il y avait un truc à faire. Et derrière, il y avait encore un truc à faire, et derrière, il y avait encore un truc à faire. Donc, tu dis, voilà, c'est ça qu'il faudrait jouer déjà à ce truc-là. Mais après, dans l'implication, c'est que ça permet déjà, encore une fois, pour moi, c'est du terrain. Ouais. Tu peux les suivre à l'année, ils ont chacun leur structure. Oui, parce qu'on voit un PHM souvent dans le box des joueurs sur tous les tournois, donc il les supervise. Tu peux essayer déjà, parce que c'est aussi dans ton intérêt de capitaine, et bien sûr c'est ce que Polo essaye de faire évidemment, mais si tes numéros 1 là, ils sont 30e et 45e, enfin, si les joueurs à l'année ils sont plus forts, ils sont 10 et 15, déjà tu as une meilleure équipe aussi. Donc tu vois, l'impact que tu pourrais essayer d'avoir aussi dans leur vie au quotidien, de conseils que tu pourrais essayer de donner, de direction, de machin, pour ceux qui le veulent bien évidemment, parce que tu n'imposes rien, tu es en truc. Mais ça pourrait aussi avoir une influence. Bien sûr, pas la même que si tu es en charge du centre national d'entraînement et que tu as tes jeunes à former de 15 ans à 20 ans. Tu vois, et qu'au moment où, tu vois, bien évidemment. Mais ça reste un moyen aussi quand même de le faire. Et pour moi, encore une fois, surtout de passer certaines idées et d'essayer de changer ce logiciel parce que le lien entre les deux est plus proche que ce qu'on pense. Ça fait plein dans d'idées l'approche. Qu'on a envie d'entendre, de voir mise en pratique. Je crois que Tom désespère pas de te faire venir commenter un jour, à mon avis. J'ai pas entendu un nom ferme et définitif. Il faut juste trouver des plages où il peut parler. Voilà, pas gagné. Voilà. Du Viomax sans pub. Ça faut enlever 2-3 pubs et avec on est les bien. profils tactiques en présentation des joueurs et on est bien. C'est important. Et là, ça, pour la compréhension du match. Ah bah, on est complètement d'accord. Même nous, ça nous aide à comprendre plein de choses. Une petite pub pour le TOS, machin, et on revient, on a 3-4 minutes. Alors, pas sûr que ça suffise, parce qu'il aura tellement de trucs à dire. Mais... Non, c'est vraiment déjà une idée générale. Puis on peut parler un peu sur le premier jeu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous épinglent sur les réseaux. Merci pour ça d'ailleurs. Mais on essaie justement... Oui, on parle parfois pendant des points parce qu'on essaie de finir une phrase. Voilà. C'est vrai que sinon, on n'a pas toujours beaucoup de temps pour ça. Développer les idées. Il y en aura d'autres, des tournois, des matchs à commenter toute la saison prochaine. C'était top de t'avoir, Gilles, avec nous pour faire un petit peu ce petit bilan. Tu as des projets là, à venir, des joueurs à aider. Il y a eu Moïse Kouamé à un moment donné.
Ouais, qui moi, t'a un oui, peu ça a été bien. travaillé? Bah, pour le coup, si j'avais pu faire Le côté très jeune et plus espoir. non, bah, c'est exactement c'était ce qu'il y a ce qu'il y a de plus intéressant à faire. On va dire un joueur aussi prometteur, aussi fort et qui sera fort quoi qu'il arrive. Mais justement, essayer de le guider dans la bonne direction. Après, par contre, ça, là, pour le coup, c'est un joueur qui demande Beaucoup de temps. Ouais, de l'investissement. énormément de temps. Ouais, parce qu'il est au tout début. Et en plus, ça se passait super bien et il progressait bien. Mais après, bah, justement, plus ça se passe bien. En fait, c'est ça le problème, c'est que si ça se passe mal, bon, bah, ça se passe mal, ça s'arrête. Si ça se passe bien, bah, du coup, ça demande encore plus de temps et Ça va machin. plus Et loin. chacun arrive à sa limite. Et puis, du coup, voilà. Donc, ça m'a. J'avais refusé au passage 2 fois d'entrée pour cette raison-là, justement. On a essayé quand même. C'était. Ouais, il sera très fort et c'était génial de le faire. Ouais, Mais ça m'a confirmé que je ne pouvais pas encore faire 45, un joueur ouais. encore. Je le ferai peut-être À plus tard. temps Parce que c'est plein, le rôle évidemment de coach. le plus intéressant, parce que dans la transmission, c'est ce qui permet de transmettre D'être 100% là de au ce qu'on sait à quotidien, un ouais. joueur. C'est vrai que quand on a plus de joueurs, on parlait en Coupe Davis, bah, ça dilue à chaque fois, plus le temps, Oui. etc. Donc ça, c'est normal. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et pour l'instant, Bon, bah, ici, un temps autre partiel, chose. alors Gilles Simon est preneur. Bah, il y a Faut pas les faire. enfants qui ont 15 et 12 Bah ans, oui, mais oui, bon, ça va il y venir. a bientôt la crise d'adolescence, et puis c'est bon, Faut être là, quoi. faut les laisser. Non, mais c'est Non, mais vrai. ils voulaient me voir, Non, bientôt ils sérieusement. voudront plus me voir. Et puis, Oui. c'est pas- Bah, parce mais qu'ils t'ont pas 45, beaucoup vu quand on parle de les C'est ça, on premières va beaucoup années. me voir, après ils voudront plus me voir. 40-45 semaines, quand on a fait ça déjà pendant 20 On ans voit de qu'il y a de sa la vie, lassitude chez les c'est coachs compliqué. pour tous. À ce Ouais, niveau-là, mais c'est même familialement, c'est difficile. C'est quelque ouais. chose que tu imposes au reste de ta famille. C'est le truc, repartir et donc sur les le mêmes choses qu'en réimposer, tant que joueur. en plus, cette fois, pas pour toi, pour quelqu'un d'autre, donc pour ta Oui. famille. Quand tu te dis, bah, C'est quand plus tu dur fais pour à- ça, machin, mais alors si tu le fais pour. Enfin, c'est que. Un Darren Cahill qui avait annoncé arrêter avec Sinner, bon, finalement, La tentation visiblement, était il trop a. grande, il ça a- marchait ouais. trop bien. Ouais. Bah, oui, ça doit être vraiment un combat permanent entre la famille et puis en même temps Bah, je vis c'est des exigeant, hein. superbes émotions. Bon, C'est des longues semaines sur le évident. circuit. On va Oh, bah, prendre une tu petite pause vis pour d'ailleurs. quelqu'un d'autre. Et oui, Donc, c'est oui, quand très c'est pour différent. toi, c'est déjà parfois lourd à porter, mais quand c'est Ouais. en plus pour quelqu'un d'autre. Et bah, chaque chose en son temps. Ouais. Nous aussi, Retour Gagnant, on va faire une petite pause avant de revenir plus Mais il n'y en a fort pas un petit dernier quand même, il y a en pas un petit 2025. bonbon. Ah, il y aura peut-être une petite surprise. Vous avez eu On le n'en quiz parle l'année pas, c'est dernière. ça? Bah, c'est pas confirmé, Ah mais oui, c'est vrai que c'est pas encore à normalement, il y 100%, aura un mais- quiz. L'année dernière, vous aviez bien aimé le quiz Retour Gagnant. Normalement, il aura à nouveau lieu cette année avec du beau monde. Il y aura Il y normalement aura le Big Four, je crois, hein, c'est ouais, ça une équipe journaliste contre une équipe consultant. On va voir qui est le plus fort. Et Gilles, il ne doit pas être mal au quiz, à mon avis. Il doit avoir une bonne connaissance. Si je suis Ça dépend. Ça dépend de quelle époque. Bah, tu pourras regarder l'émission et essayer de trouver les réponses. Tu nous feras le bilan. Merci en tout cas d'être venu, c'était top. Merci Pas de Tom. Bah, merci Gilles. Merci à vous deux. C'était excellent. Et à bientôt dans Retour Gagnant, peut-être dans le quiz. Et puis sinon, on se voit en 2026. Bye bye.